Eh ben, bonjour à tous, merci d'être ici pour la suite d'hier en fait. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui n'étaient pas à la conférence que j'ai faite hier sur GCP? Ok, donc il faut recommencer. Euh, En gros, hier, ce que j'ai présenté, c'est les données cachées de la Search Console, notamment les mots-clés anonymes, tous les mots-clés qui sont marqués nuls dans la base de données. Euh, Ça représente 40% des clics, les mots-clés anonymisés, que Google les appelle, et 60% des impressions. C'est une moyenne, parce que l'écart type est en fait beaucoup plus, enfin, assez important. On a des comptes, nous, qui sont à 6% ou 5% de taux de clics anonymes, et on en a d'autres qui sont proches des 80%. Donc c'est très variable. C'est pour ça que c'est important pour les comptes sur lesquels vous bossez, pour les sites sur lesquels vous bossez, d'avoir conscience de ce trafic-là qui est anonymisé dans la Search Console. On a l'habitude de faire notre trafic marque et le trafic hors marque et de présenter ça dans des beaux dashboards, mais on oublie souvent le trafic anonyme, qui représente pourtant une masse importante des clics. Donc ce trafic anonyme-là, ce dont on se rend compte quand on étudie le taux de clic de ce trafic, c'est qu'il est beaucoup plus proche du taux de clic du hors marque que du taux de clic marque. Donc d'après nos estimations, on est proche des 80% de trafic anonyme qui correspond à du hors marque. Or le hors marque, vous savez que c'est ce sur quoi les SEO ont le plus la main et ce qu'on essaye d'améliorer régulièrement par nos actions, puisque la marque, c'est beaucoup plus dépendant de la notoriété des opérations de communication qui sont faites. Donc c'est moins un levier sur lequel on a la main. Voilà, donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir une vision de l'anatomie de votre trafic anonyme, de savoir si pour votre site ça représente 10%, 20%, 40% ou 80%, pour avoir une idée du trafic en clair sur lequel vous travaillez. Et après, d'aller regarder un petit peu comment il se découpe ce trafic-là. Peut-être pour résumer rapidement ce que je racontais hier, quand on passe par l'interface utilisateur de la Search Console, on a droit qu'à 1000 lignes. C'est les 1000 premières lignes, donc c'est très limité. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va requêter, on passe souvent via l'API. Donc avec l'API, on peut récupérer jusqu'à 50 000 lignes par jour, 2 fois 25 000 lignes, avec la pagination. Donc on a déjà beaucoup plus d'informations, mais on atteint quand même souvent aussi, là encore, une limite qui est parfois problématique sur des sites où il y a beaucoup de données. Pas forcément beaucoup de volume de clics d'ailleurs, mais beaucoup de données, beaucoup de mots-clés différents, beaucoup d'URL différentes. Donc on a cette limitation-là qui est technique, et on a une autre limitation qui est présente dans beaucoup de produits Google, qui est liée au fait que, par souci d'économie, de rapidité, de traitement de la donnée et de gros volume de données, Google utilise ce qu'on appelle les filtres de Bloom, qui sont un modèle probabilistique qui permet d'accélérer des requêtes d'inclusion pour savoir si un élément est présent dans tel corpus ou pas présent. Et donc c'est un vieil algo qui date des années 70, mais qui est encore très utilisé. On le retrouve dans beaucoup de produits chez Google, ils en sont friands, même dans Google Analytics, puisque si vous faites une requête dans Google Analytics, montez un rapport sur 12 mois avec beaucoup de données, vous allez être échantillonné. Sauf si vous payez Google Analytics 360, là vous avez l'intégralité des données. Malheureusement, sur la Search Console, on n'a pas encore de Search Console 360 payante. Si ça sort un jour, on sera content, on aura l'exhaustivité des données, mais ce n'est pas le cas. Donc on a cette limite à 50 000 lignes qui nous permet d'aller scraper quand même beaucoup plus de données que si on passe via l'API, via l'interface, pardon. Et dans la manière dont on requête, on peut s'affranchir d'une partie de l'échantillonnage. J'en parlais hier dans la conférence, donc le replay est disponible si vous voulez aller jeter un œil. Et l'année dernière, Google a lancé un nouveau produit qui est un connecteur natif GSC dans BigQuery, où en gros, il faut aller appuyer sur un bouton, on va regarder ça en détail tout à l'heure, et ça va aller déverser toute la donnée dans votre GCP, dans BigQuery. Le problème qu'on a là-dessus, c'est qu'il n'y a pas d'historique. Avec l'API, on a 16 mois d'historique, autant que sur la GSC.
Mais avec le connecteur natif qui s'appelle Data Bulk Export, on a la donnée uniquement à partir du moment où on a appuyé sur le bouton, où on commence à récolter la donnée. Mais l'intérêt d'activer ce connecteur, donc c'est ça l'objet aussi de l'atelier d'aujourd'hui, c'est d'aller commencer à récolter cette donnée, parce qu'on a de l'information plus exhaustive que ce qu'on peut avoir via l'API. Déjà, on n'est plus limité par les 50 000 lignes par jour, donc si vous avez un gros site, vous allez pouvoir récolter l'intégralité de vos données. Et en plus, contrairement à l'API, pour chaque mot-clé anonymisé, chaque mot-clé masqué, on a une ligne qui est à nul, on va voir le détail aussi, et pour laquelle on va avoir la landing, le pays, le device, donc des informations très intéressantes pour aller décortiquer un petit peu l'anatomie de ce trafic masqué. Et pour vous donner plus d'insights sur est-ce que ce trafic masqué, je l'affecte plutôt aux marques ou hors marques, quelles sont les typologies de pages qui sont le plus impactées que d'autres. Donc c'est extrêmement intéressant. Voilà, que dire de plus. Bon, après, il y a quelques... voilà, on va rentrer dans le détail. Après, c'est le résumé de ce que tu as déjà... Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à aller revoir le replay de la con si vous voulez plus de détails sur tous ces sujets-là. Je vous l'ai résumé là en 5 minutes pour ceux qui n'étaient pas là hier. Et maintenant, on va rentrer plus dans le détail. Enfin, Xavier surtout va rentrer plus dans le détail. Alors, une petite note avant de démarrer. On avait prévu de faire ça en mode atelier, workshop. Donc, on s'attendait à ce que tout le monde vienne avec des PC très studieux. Et puis, on va rentrer dans le dur et que vous ayez déjà avant coché la case, etc. C'est pas forcément le cas. Donc, vous avez la main pour voir qui a son PC ? Quand même, quelques-uns. Bah, ceux qui ont leur PC pourront travailler en live. Les autres devront suivre. Mais de toute façon, Xavier fera une démo aussi en live et vous aurez du coup la méthodologie pour mettre tout ça en place. L'objectif, c'est que vous puissiez sortir de là avec la capacité, la possibilité de monter un dashboard pour aller s'amuser avec les données natives, du connecteur natif qui est sorti donc en février 2023, il y a un peu plus d'1 an, et qui est quand même extrêmement intéressant. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc on n'a pas Internet en plus, donc ça va être plus compliqué. Si jamais ça finit avant, bah, tant pis, on ira voir des confs, vu qu'on ne pourra pas bosser comme... Ou on prendra des questions, voilà. Donc à toi la parole, Xavier. Tu veux te présenter ? Tu te présentes quand même ? Olivier de Segonzac, moi je suis un des 4 associés fondateurs de Resoneo. Ça fait plus de 20 ans que je fais du SEO. Et chez Resoneo, je pilote le pôle SEO et je copilote avec un autre associé les pôles Web Analytics et Data Tech. Voilà. Et donc bonjour à tous, je me présente, Xavier Nodo, ancien de Resoneo, il y a très longtemps aussi. Et aujourd'hui, donc j'officie en Suisse, je suis plutôt sur la partie data, où je monte des data products pour SEO, paid media, ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, ce dont on va vous parler, c'est un peu toutes ces choses-là. C'est cette data, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la récupère. Mais on va essayer d'avoir une approche relativement simple pour vous montrer qu'en fait, c'est accessible à tout le monde, la récupération et la manipulation de ces données. Petit tour d'horizon pour commencer. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a choisi la Search Console ? On en parle beaucoup dans le monde du SEO, on en parle beaucoup plus depuis quelques années, mais historiquement, ce n'était pas forcément un sujet qui plaisait beaucoup au SEO. C'était assez laissé de côté, pas assez fiable, pas assez ceci, pas assez cela. Mais en fait, on a eu un sacré coup de main, enfin Google a eu un sacré coup de main à travers le temps, puisque l'Europe a réussi à inventer une super règle qui permettait de limiter la collecte de données. Suite à ça, aujourd'hui, la plupart de vos sites aujourd'hui doivent demander le consentement en Europe, à part quelques pays qui ont réussi à sortir, comme l'Angleterre ou des choses comme ça, qui vous empêchent de collecter l'intégralité de votre trafic, l'intégralité du comportement de l'utilisateur sur votre site, avec Google Analytics notamment. Et comme noté ici, quand l'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe régule. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va expliquer le retard, et d'autant plus quand on s'amuse à vendre un Mistral à un Microsoft, ça n'aide pas non plus pour essayer de rattraper le retard. Deuxième point de pourquoi cette Search Console, c'est Google Analytics. Ils ont eu la très bonne idée de sortir Google Analytics 4, qui, de mon point de vue aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience que la dernière fois que j'en ai parlé, est un excellent outil. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas accessible à tous. La Search Console, elle, l'est. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que la présentation porte sur ça, puisqu'on se dit que Google Analytics 4 devient un métier d'expert, là où GAU était accessible vraiment à tout le monde. La Search Console, elle, n'a pas changé, et au contraire, avec l'arrivée du bulk export l'an dernier, s'ouvre réellement à tout le monde. Troisième point sur la qualité des données. Ça fait un peu référence à la notion de la RGPD, mais c'est que Google, pour une raison étrange, n'est pas soumis à cette problématique de non-collecte d'informations.
Et donc, c'est de la donnée qu'on va appeler de first part, puisque Google la récupère directement, nous la partage. On a littéralement presque, avec les fils de Bloom dont Olivier a parlé juste avant, presque l'intégralité des données qui vont concerner notre site. Dans tous les cas, aujourd'hui sur le marché, il n'y a aucune source de données qui arrive au même niveau que ce que Search Console peut vous donner. À tel point qu'on peut même pousser le vice un peu plus loin. Si vous avez une marque qui est suffisamment forte aujourd'hui, le niveau des impressions qui vont être présentées dans Search Console sont un meilleur indicateur du search volume que n'importe quel outil comme Google Trends ou le Keyword Planner ou d'autres choses. Donc on est sur un outil qui, petit à petit, s'est imposé comme une référence pour sourcer n'importe quelle information et vous aider à piloter votre SEO. Et enfin, dernier point, qui n'est pas négligeable, surtout dans la conjecture actuelle, c'est gratuit. Et on va voir que même en utilisant des gros mots comme Google, Cloud Platform, BigQuery, etc., les coûts sont relativement faibles. Et dans l'exemple que je vais vous donner, on parle de très gros volumes. Petit historique, alors ceux qui étaient là il y a 2 ans, vous allez reconnaître à peu près les mêmes choses. On parle d'un outil qui a été lancé en 2005. À l'époque, on se demandait pourquoi Google lançait ce genre d'outil, parce que en fait, on n'en avait pas besoin. Moi-même, je me posais la question, puisque je n'avais pas le bac à l'époque, donc forcément, je n'y connaissais pas grand-chose. Et on voit que petit à petit, Google a renforcé son outil. Ils ont commencé à rajouter un rapport de performance, donc juste les positions. Pas de keyword, pas de page, juste des rankings. Puis, on a eu les clics et impressions qui sont arrivés, ainsi que les pages. Donc, on a commencé à pouvoir mesurer. Mais à cette époque-là, on avait encore Google Analytics qui nous disait tout. Il nous disait exactement la même chose, il nous passait même les mots-clés. Quel était l'intérêt de la Search Console à l'époque? Et en fait, ce qui va vraiment faire avancer les choses, c'est qu'en 2011-2012, on va avoir une propagation du blocage dans le référeur de l'information du mot-clé. Donc, le paramètre Q est égal plus la query disparaît. Google Analytics est complètement aveugle par rapport à cette information. Les SEO paniquent et commencent à se tourner vers la Search Console à cette époque-là. Il va falloir quelques années quand même, 3 ans, pour que Google commence à déployer une API sur laquelle on peut commencer à récupérer ces données pour pouvoir les traiter. Parce qu'à l'époque, on était encore sur un modèle où vous n'aviez qu'une interface et que cette interface était relativement limitée pour pouvoir présenter des informations. Environ 500 résultats, je crois, à l'époque. On n'était même pas encore sur du 1000. Vient ensuite une nouvelle interface, donc c'est celle que vous voyez aujourd'hui, qui a un design un peu plus sympa, un peu plus moderne, on va dire ça comme ça. Puis ensuite, on va avoir cette fameuse API dont Olivier parlait juste avant, avec ces 25 000 lignes x2 avec la pagination qui vont être déployées, et ces 16 mois de données qui vont être disponibles. Sachant que si je ne dis pas de bêtises, l'API a eu les 16 mois avant que l'interface utilisateur l'ait également. Puis est arrivé, il y a quelques années, les expressions régulières, qui étaient quelque chose de relativement intéressant. Le problème, c'est que, combien parmi vous savent faire des expressions régulières dans la salle, là? On va y arriver. Mais exactement. Aujourd'hui, nativement, si je vous enlève ChatGPT, combien ça fait faire des expressions régulières? Voilà, on ne parle pas de beaucoup de personnes. Ce qui fait que c'est un outil qui est super puissant, mais qui était adapté à une très petite audience. Et là, ce qui s'est passé, donc en février 2023, ils ont sorti le Bulk Export, qui vous permet en quelques clics de déployer cet apport de données et ce stockage. Et on va voir, il y a quelques inconvénients bien sûr, mais qui a été retravaillé quelques mois après, parce qu'en fait, au début, ils considéraient que vous n'aviez qu'un seul site. Donc, vous ne pouviez faire qu'un bulk export pour tout votre projet, Google Cloud Platform, BigQuery, tout ce que vous voulez. Donc, c'était un projet par. Aujourd'hui, ça ne vous parle pas trop quand je vous parle de projet. Mais imaginez que vous deviez monter une compagnie à chaque fois que vous voulez récupérer une Search Console. Si vous avez 5 sites, ça risque d'être un peu compliqué. Heureusement, quelques mois après, ils ont mis en place un système où vous pouvez donner un nom à votre export pour avoir des tables différentes sur le Cloud Platform. Mais on va voir tout ça après. Du coup, comment on a récupéré les données d'hier jusqu'à aujourd'hui? Et là, aujourd'hui, on va parler de ce qui fonctionne aujourd'hui. La première chose, c'est Google Sheets. Très simple, un plugin à installer. C'est relativement rapide. Ça va taper dans l'API. Donc, on va revenir sur ces limites de 25 000 lignes, etc., 16 derniers mois. Très pratique quand vous avez un export à faire qui n'est pas en passant par l'interface. Vous avez des connecteurs également. Donc, vous avez des connecteurs natifs qui existent pour aller dans Looker Studio, principalement. Pareil, Looker va utiliser l'API pour récupérer les données. Attention cependant, on commence à avoir de l'échantillonnage à ce niveau-là. Quand on parle d'échantillonnage, tout le monde voit ce que c'est quand je parle d'échantillonnage ou pas du tout? Levez la main ceux qui ne voient pas. Ok. Le principe de l'échantillonnage, c'est, imaginez, on sait qu'on a 100 visites.
Si on est sur des filtres classiques, on sait qu'on a 100, il n'y a pas trop de granularité, on va avoir les 100 informations. Mais potentiellement, on parle de 100 millions. Peut-être que ça fait trop à gérer, ça coûte trop d'argent pour Google. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Ah, je vais jusqu'à 100, parce que ça me coûte pas cher, et je fais comme un élastique et j'étire à 100 millions. » Du coup, le problème de l'échantillonnage, c'est qu'on peut avoir des biais qui vont apparaître. Et c'est comme ça qu'à une certaine époque, quand on avait encore les mots-clés en 2012 sur Google Analytics, on avait des mots-clés avec 5, 10, 15, 20 sessions, alors qu'on voyait clairement que un exemple concret, on va avoir un mot-clé en japonais sur un site en français, mais qui a fait 150 sessions. Ben, en fait, c'est le système d'échantillonnage qui a juste étiré cette donnée. En réalité, c'est peut-être une session qui s'est retrouvée dans les 100 qui ont été récupérés et ont été élargis aux 100 millions. C'est clair? Vous pouvez coder et utiliser ChatGPT, bien sûr. Vous pouvez, en utilisant Python, R, ce que vous voulez, aller taper vous-même dans l'API. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par un connecteur, au lieu de passer par Google Sheets, vous le faites vous-même. Cependant, vous allez voir que ça peut prendre un peu de temps. Donc, vous allez passer par un développeur, ça va vous coûter 500 balles, et puis voilà, pour le mettre en place. Au final, ce n'est pas une solution qui est relativement pérenne en tant que marketeur, de se dire à chaque fois que j'ai un besoin, je vais aller voir un développeur. Puis en plus, ils ne comprennent pas forcément ce qu'on veut faire. Donc, voilà. Et enfin, on a des SAS. Airbyte, Fivetran, c'est les deux principaux aujourd'hui qui sont utilisés, sachant que Fivetran, on est vraiment sur une Rolls qui coûte très très cher. Mais c'est vraiment simple à utiliser, dans le sens où vous allez sur l'interface, vous connectez votre compte Google, vous avez la liste de toutes les Search Console auxquelles vous avez accès, vous cliquez celle que vous voulez et il s'occupe de tout le reste. Donc, il va vous déployer la donnée dans BigQuery tout seul. Et dès que la nouvelle donnée est disponible, il va l'alimenter, il va l'alimenter, il va l'alimenter. Problème, le coût. Airbyte est beaucoup plus accessible. On parle de peut-être, je ne sais pas, 200-300 balles par an pour gérer quelques Search Console. Fivetran, pour vous donner une idée, sur une centaine de Search Console par an, on est sur un budget à 50 000 francs. Donc c'est très très cher. Mais s'il y a le moindre problème, c'est de leur problème, c'est pas le vôtre. Oui, bon, en France, oui, c'est plus fort que l'euro. Et du coup, ou alors? Ben, ou alors, on va parler du bulk export. Donc c'est ce que Olivier a commencé à présenter tout à l'heure. On a quand même de sacrés avantages, quelques inconvénients. Mais parmi les avantages qu'on va voir, c'est quelques clics. Donc de la même manière qu'un Fivetran ou un Airbyte, c'est relativement simple à mettre en place. Et je dirais même que c'est plus simple que ces outils-là. On va avoir des données qui vont apparaître sous 48 heures. Donc sous 48 heures, sans avoir aucune compétence technique, vous collectez votre donnée. Vous pouvez l'oublier, vous pouvez revenir dans 2 ans. La donnée va continuer à s'alimenter tous les jours, ou presque. Meilleure qualité possible. On parlait de l'API qui était limitée à 50 000 lignes avec une extension de pagination. On parlait de l'UI qui était limitée à 1000 lignes. Ici, non seulement on a toute la donnée possible qui est récupérée, mais en plus de ça, il y a un petit défaut qui existe dans l'API, et si je ne dis pas de bêtises, il y a la même pour GA4, on ne peut pas requêter quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez une page sur votre site qui ne fait aucune page view, ou vous avez une page, ou alors, on reprend l'exemple des keywords, un keyword qui est masqué. Quand vous allez poser la question à l'API ne peut pas vous retourner un résultat nul. Donc, il ne vous retournera pas à chaque fois qu'il manque un mot-clé. Là, il va vous dire, il y a cette ligne qui va combiner toutes les informations qui sont masquées, et vous aurez la somme de tous les clics, la position moyenne et les impressions quand même. Là où l'API de la Search Console ne vous retournera jamais, jamais cette ligne. OK. Meilleure quantité de données possible, c'est ce dont on vient de parler, mais on va aller un poil plus loin, puisque quand on passera sur une des deux tables qu'on va récupérer, on va voir que sur les URL, on a énormément d'informations complémentaires. Aujourd'hui, on a tendance un peu à laisser de côté, du genre, est-ce que c'était un résultat MP? Est-ce que c'était de la vidéo? Est-ce que c'était de l'image, etc. Toutes ces informations vont être disponibles dans cet export-là. Donc, c'est extrêmement riche ce qu'on va récupérer. Et enfin, et surtout le point le plus important pour moi dans cette présentation, aucune connaissance technique n'est requise pour le mettre en place. Et on va voir potentiellement pour le manipuler après. Dans les côtés négatifs, on ne peut pas récupérer l'historique. C'est pour ça qu'à la base, dans votre swap card, était indiqué aujourd'hui que vous aviez juste 2 petits trucs à faire, qui étaient essayer de faire le setup avant de venir pour qu'on puisse pratiquer. Cependant, on va quand même le faire là. Pour ceux qui ont leur PC, on va quand même le faire en live. Pour les autres, il y aura les indications de exactement quoi faire, dans quel ordre.
Juste prenez quelques notes au passage et vous pouvez le refaire chez vous. Mais le but, c'est que vous le fassiez le plus tôt possible parce qu'il n'y a pas cet historique. Donc si vous voulez récupérer la meilleure donnée possible, même si vous ne l'utilisez pas demain, le truc, c'est que le setup prend 5 minutes et derrière, vous l'oubliez jusqu'au jour où vous avez quelqu'un qui peut vous faire de l'analyse de data dessus et il sera très content d'avoir cette donnée-là. Aujourd'hui, je suis arrivé dans mon entreprise en 2019. Alors à l'époque, on n'avait pas le bulk, mais on passait par l'API. Ben, ils sont très contents aujourd'hui de savoir que j'ai la donnée jusqu'à 2018 en 2024. Parce que le problème, c'est que le Covid a tellement impacté le comportement des consommateurs en ligne que c'est très dur, ces 3 dernières années, de faire une analyse cohérente, de savoir est-ce qu'en fait, si ça baisse, c'est normal ou en fait, on est moins bien. Ben là, on est capable de retourner en 2019-2018, regarder à quel niveau est-ce qu'on est et d'avoir cet état de comparaison et de dire ben, en fait, on est au-dessus de 2018, on est au-dessus de 2019, on est forcément en dessous de 20, 21, 22, 23, bon, ben voilà, on avait un déclin. Bref, pensez à ça. Pensez que même si vous n'utilisez pas aujourd'hui, ça coûte pas cher, vous allez le voir. Quand je dis pas cher, c'est vraiment pas cher. Et surtout, bah, vous n'avez rien à faire une fois que c'est setup. Ok ? Petit point de détail, il vous faut un compte owner. Donc pensez à ça quand vous allez discuter avec votre IT. Potentiellement, c'est eux qui font le setup de la Search Console. Si c'est vous, en tant qu'indépendant, qui gérez votre site, il n'y aura pas de souci, je pense. Mais pensez à ça, un delegated owner ne fonctionne pas. Un éditeur ne fonctionne pas. Il faut vraiment être un owner, un propriétaire, sur son compte pour pouvoir le mettre en place. Peut-être juste pour préciser là-dessus, oui, on espère que ça va évoluer, parce que le produit est assez récent, donc ça bouge encore un peu. Mais d'avoir un compte owner, c'est souvent compliqué, surtout si c'est pour si vous êtes consultant freelance ou une agence. Les clients rechignent en général à filer un compte owner. Et comme petit inconvénient aussi au Data Bulk Export, on peut citer le fait que ça crée un dataset, un nouveau dataset à chaque fois. Et donc ça nécessite plus de manipulation derrière pour faire des data transferts ou autre. Si vous avez par exemple 80 ou plus Search Console, ça devient vite le bazar. Mais après, on a des solutions pour ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication aujourd'hui sur le bulk export. Donc, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience. Donc, on apprend en même temps qu'on fait. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a ce retour d'expérience aujourd'hui pour partager un peu sur le sujet, puisque le sujet est quasiment invisible. Tout le monde va vous expliquer comment le setup, personne ne va vous expliquer comment travailler avec. Peut-être juste préciser une chose, je me lève parce que sinon je ne suis pas dans le champ. Un des trucs dont on s'est rendu compte également en travaillant sur ce type de problématique, c'est qu'on avait de l'échantillonnage au niveau de la propriété. Donc si vous avez un compte propriété SC domaine, donc pour l'intégralité du domaine, vous allez avoir de l'échantillonnage. Mais on peut lever l'échantillonnage en ouvrant une propriété par répertoire, par exemple. Si vous avez 15 répertoires pays, ben vous ouvrez 15 propriétés. Et du coup, vous avez plus d'informations que ce que vous avez dans la propriété SC domaine. Et ça, vous le constaterez même au niveau de l'interface utilisateur de la GSC. Dès que vous filtrez sur une page et vous avez des dimensions comme le pays ou le device, et ben, dans les deux propriétés, vous allez avoir des chiffres de clics différents parce qu'il y aura moins d'échantillonnage sur la propriété la plus précise, donc sur un répertoire, que sur celle qui est en SC domaine. Et il y a d'autres avantages aussi à séparer ces propriétés en fonction de vos sites. Mais on en reparlera plus tard sur l'histoire de l'association des pays avec votre site. Si vous travaillez à l'international, typiquement, une des erreurs majeures qui est faite dans l'utilisation de la Search Console, c'est de ne pas filtrer par pays. Du coup, dès que vous allez regarder les positions, vous allez voir quelque chose qui va partir un peu dans tous les sens. En ayant un découpage ultra fin et en associant bien vos sites à des pays, quand on va avoir tout ça dans BigQuery, on va pouvoir créer des tables, on va en reparler, vous inquiétez pas, on va pouvoir créer des tables d'association en disant ce site-là est associé à ce pays. Et du coup, comme vous aurez une propriété dédiée à ce pays, vous pourrez dire, en fait, ce pays, je ne vais filtrer que les données de tel pays. Et vous pouvez exclure tout le reste. Parce qu'en réalité, quand vous faites du marketing pour un pays, vous n'êtes pas forcément en train de faire du marketing France, Espagne, ce genre de choses-là. Et un des avantages d'ouvrir une propriété par répertoire, c'est que ça permet d'avoir moins d'échantillonnage et quand même d'avoir l'historique sur les 16 derniers mois si vous passez par l'API. Donc ça, c'est intéressant. La seule galère, c'est qu'il faut reconsolider toute la donnée. Et si vous avez plusieurs répertoires, vous réagrégez tout ça, mais il va vous manquer la homepage. Donc il faut aussi la propriété de ces domaines, isoler seulement le trafic de la homepage et la réintégrer. Donc il y a un peu de manipulation, mais bon, ça se fait. C'est une sacrée problématique. Là où je travaille, on a une homepage globale qui n'appartient à aucun site. Le seul inconvénient, c'est que cette homepage, du coup, elle est accessible partout. Donc Google peut la ranker numéro 1 dans certains pays. Exemple, en Angleterre.
Du coup, tout le marché anglais qui travaille avec un /GB, ils ne voient absolument rien de ce qui se passe sur le slash. Du coup, ils sont là, bon, bah, on n'a pas de performance, qu'est-ce qui se passe? L'avantage, c'est qu'en ayant derrière donc, une propriété globale, on peut extraire au niveau de l'URL juste la homepage et la réattribuer en fonction du country en bon pays. Bon, c'est un peu plus avancé ce que je vous dis là, mais sachez juste que ce point-là est hyper important quand vous faites votre split. N'oubliez pas que la homepage, le slash, peut être considéré dans certains pays comme la vraie homepage, et donc va vous bouffer tous les clics de la page locale. Donc ça, fait partie des border effects auxquels on ne pense pas au début, et puis ensuite, quand il y en a un ou deux qui commencent à se plaindre, oui, mais en fait, je parle anglais, donc du coup, bah, ma homepage, elle remonte pas, c'est le slash qui prend la place, bon, bah, mais bon, c'est des issues liées à la Search Console. Et un dernier point, celui-ci me tient un peu à cœur, ne faites pas un setup GCP bulk export, donc ne faites pas un setup bulk export sur votre propre compte Google Cloud. Travaillez toujours avec le compte du client. En tant que client, exigez systématiquement que ça parte chez vous. Ne vous inquiétez pas pour votre budget, on parle de 10 balles par an, maximum, pour stocker la donnée. Hein. Et on va voir que même si on fait un peu de manipulation, ça ne monte pas très haut non plus. OK? Donc, vraiment important, ne prenez pas en otage la donnée de vos clients, laissez-leur mettre la main dessus. Même si ça les aide, non, ne le faites pas, parce qu'on sait toujours qu'à un moment, ça peut ne pas partir comme il faut. Et rendre cette donnée après, ça va vous demander des compétences un peu plus techniques pour pouvoir faire la migration. Donc, par défaut, assurez-vous que le setup soit fait chez le client. Du coup, on va parler un peu de BigQuery. Alors, on avait Romain Anglais qui s'est amusé à faire ça il y a quelques temps, parce que c'est un peu un sujet qui me tient à cœur et qu'on n'utilise pas assez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui existent pour faire de la data. GCP, j'ai une préférence parce qu'on navigue avec Google Search Console, Google Analytics, Campaign Manager, etc. Du coup, forcément, voilà. Ceci dit, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur les plateformes. Nous, chez Resoneo, on manipule beaucoup de données, il y a beaucoup de processing quand même. Donc, on est en train de regarder du côté de ClickHouse, par exemple, ou Snowflake, enfin, des outils qui pourraient permettre de faire les choses un peu moins chères. Mais bon, c'est vrai que c'est confortable d'avoir tout dans Google. C'est confortable, mais n'oubliez pas que là, ce qu'on va vous présenter, c'est dans un écosystème qui est fermé à Google. Mais au final, la seule chose qui est importante, et je pense que ça va être pour tous les outils Google, c'est de récupérer la donnée dans BigQuery, mais pas forcément de la traiter et de la visualiser avec les outils de Google. La récupérer va vous permettre d'avoir la meilleure qualité possible, GA, GSC, CM, DV, tout ce que vous voulez, display vidéo, campaign manager, je ne sais pas si vous voyez. Mais ensuite, vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez ensuite envoyer cette donnée ailleurs, où ça vous coûtera moins cher de processer la donnée. Vous pouvez utiliser d'autres data viz aussi que Looker Studio. Si je vous donne un exemple, chez nous, Looker Studio est exclusivement utilisé par le digital marketing. L'intégralité de l'entreprise est sur Power BI. Ça ne pose pas comme problème, c'est que d'un point de vue politique, on n'existe pas. Parce que tous les dashboards de prise de décision n'utilisent pas nos données. Et tous nos dashboards sur lesquels on prend nos décisions ne sont pas accessibles à ces gens-là. Donc pensez à ça. Là, on est plus sur une stratégie derrière, un peu plus in-house de comment est-ce qu'on gère notre donnée, où est-ce qu'on la visualise, etc. Mais pensez à ça. Première étape, c'est là, on parle juste de la collecte. Oui, vous récupérez sur BigQuery. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Tous les autres outils qui vont utiliser des API auront moins de données. Mais ensuite, vous n'êtes pas bloqué avec GCP. On va avoir énormément de choses qu'on peut utiliser dans GCP, certes. C'est extrêmement large, extrêmement puissant. Ils viennent tout juste de rajouter Gemini, par exemple, à l'intérieur, donc leur AI. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir caler leur AI sur les données que vous allez récupérer. Donc ça peut être un super avantage. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure sur le marché? Est-ce que c'est la moins chère? Ça, c'est une autre question qu'il faut prendre en considération. Aujourd'hui, on va juste rester là-dedans parce que c'est simple et très peu cher. Donc, Google Cloud, c'est une espèce d'écosystème dans lequel on va avoir énormément de features et d'outils. Celle sur laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est BigQuery principalement. Pourquoi? Parce que BigQuery va déjà avoir beaucoup d'éléments. Alors là, on voit du studio, du data transfer, du schedule queries, comme du cron pour ceux qui connaissent. C'est juste pour automatiser du travail, etc. Dataform, qui va être quelque chose d'assez pratique très rapidement. Et plein d'autres choses qui sont présentées. Mais là, on va rester juste sur cet outil qui s'appelle BigQuery. Et BigQuery, par défaut, c'est quoi? C'est des tables. Vous voyez Excel? C'est pareil.
C'est aussi simple que ça. Et le but, c'est vraiment de déconstruire la complexité qu'on va avoir, c'est de se dire, vous avez des fichiers Excel stockés à un endroit. La seule différence, c'est que vous n'avez pas bloqué 1,5 million de lignes, je crois, quelque chose comme ça. Et surtout, quand vous allez commencer à manipuler vos données, il ne va pas se mettre, vous savez, ce gris un peu qui bloque, et il n'y a plus rien qui fonctionne, vous devez redémarrer l'ordi. Non, ça n'arrivera pas. Les machines sont un peu plus puissantes ici. On va commencer à bloquer quand on va parler en terra de data. Votre fichier Excel, il commence à être en PLS à 50 mégas. Donc vous voyez qu'on va commencer à travailler sur un peu plus de données. Là, l'exemple que je vous ai mis est en l'occurrence l'exemple de ce qu'on va récupérer du bulk export. Donc on va avoir une première table en haut qui va correspondre à la table site et une deuxième table qui sera créée automatiquement et alimentée qui sera la page URL qui ira beaucoup plus dans le détail. Mais ça, on va voir après. Je vous parlais des coûts. C'est les coûts pour un an sur un site qui fait 85 millions de clics. On est à 4 francs 12. Juste pour stocker de la donnée. Hein. Et là, on a déjà voilà, on a 3 ans de data. Donc, je pense que ça peut rentrer dans vos budgets. Ça peut se négocier. OK? Donc, faites-le. Non, j'insiste vraiment sur ce point. Faites-le. Le nombre de conférences que j'ai pu faire où je me suis dit, ah, c'est trop bien. Puis je rentre le soir, je fais autre chose. Et puis, un mois plus tard, je fais autre chose. Et puis, ah, c'est vrai que je n'avais pas fait ça. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard. Faites-le. Le setup ne prend que 5 minutes. Vous l'oubliez. Ça coûte que dalle par an. Et puis, un jour, vous allez dire, ah, ben, je suis content d'avoir fait ça. Du coup, ceux qui ont leur PC, vous pouvez le sortir. Si vous avez accès à votre Search Console en honneur, c'est encore mieux. Alors, on va faire qui a un PC? Voilà, levez la main et gardez-la levée. Qui a une Search Console en accès honneur? OK. Bon. Est-ce que vous avez déjà créé un compte Google Cloud? Oui? Oui, oui. OK. Ben, on va faire tout ça. Pour les autres, désolé. Qui a un téléphone avec un partage de connexion? Ah, vous êtes chez Bouygues? Qui est chez Orange? Vous me dites, hein, si vous n'arrivez pas à avoir Internet, on essaiera de voir de manière high level. J'essaierai de vous montrer sur la plateforme directement. Mais si on a au moins une personne avec qui on arrive à faire le setup pour que tout le monde voit, ça peut être pas mal. Alors, est-ce que les gens avec un PC ont réussi à avoir Internet? Non? Oui, non? Non? Oui? Ah, bon, bah, s'il est déjà fait, on verra après. Est-ce qu'il y a un accès Internet? Avec le partage, ça fonctionne? Ok. Bah, du coup, je vais le faire pour une personne, désolé. Les autres, vous allez devoir suivre en attendant. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va devoir configurer sur le Cloud Platform l'accès aux API. Pourquoi? Parce qu'en fait, le côté où vous n'avez rien à faire, c'est parce qu'en fait, Google va venir se charger de tout à votre place. Donc pour ce faire, il va falloir créer son compte Google Cloud Platform. Est-ce qu'il a été créé déjà? Ou est-ce qu'il y en a un ou pas? Alors, non. Alors, je vais le faire comme ça. Il faut aller sur cette adresse, console.cloud.google.com, s'assurer qu'on a un compte, qu'on a fait le setup de paiement, etc. C'est bon? Et ensuite, on va aller ici. On va aller taper API. API et services. C'est ça ce qu'on va prendre. Ils sont juste en dessous. Enable, API et services. Il y a qui d'autre là qui suit que je sache? Il n'y a qu'une personne qui le fait? De toute façon, c'est intéressant de voir le process, qu'on pourrait le refaire après chez vous. C'est juste pour vérifier qu'ils le font en même temps, ceux qui peuvent. Oh, on a le temps. C'est bon? On va aller dans Enable API and Services, ici en haut à gauche. Et c'est là qu'on va commencer à chercher notre BigQuery. Je vais juste montrer BigQuery. Tac.
On va prendre le premier, qui est BigQuery API. On va cliquer dessus et on va l'enable. Pour ça, ici, il y a un bouton normalement qui dit Enable. S'il dit Manage, ça veut dire que c'est bon. OK. En arrière. Et le storage. Celui-ci. BigQuery Storage API. Et même chose. On s'assure qu'il est en Enable. Manage aussi? Parfait. Donc ça, c'est la première étape. Voilà, donc c'est dans les slides, hein, dans le pire des cas, pour ceux qui le feront à la maison. Puis au pire, vous demandez un DM sur Twitter, ça prend 2 secondes à cette étape. Hein. Ensuite, on va aller dans les services. Donc, IAM and Admin. Donc, c'est tout l'espace qui va permettre de gérer qui a accès à votre compte Google Cloud, de manière générale. Donc là, on va revenir en arrière. Bon, soit vous l'avez déjà là, mais je vais vous le faire avec la recherche. Et là, c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir les vrais droits sur la plateforme. Donc ici, vous tapez IAM et vous avez IAM and Admin. La question, c'est est-ce qu'il y a les droits là-dessus? Tout bon? Il y a cette interface? Ou alors ça dit vous n'avez pas les droits? Oui. Est-ce qu'il y a ça qui apparaît? Quelque chose comme ça? Ah, ok, pardon. Donc là, ça va être un espace relativement central. C'est là où vous allez donner accès aux utilisateurs, pour commencer. Mais si vous arrivez à lire d'ici, il y a plein de service accounts qui ont été rajoutés. En fait, les service accounts, si vous voulez, c'est comme des robots qui vont interagir avec votre projet. Donc, vous leur donnez juste ces accès de pouvoir venir écrire des choses chez vous. C'est la même chose pour GA, c'est la même chose pour GSC. C'est pas pareil pour CM, DV, c'est des... Non, c'est autre chose. Mais pensez à ça, ça va être assez pratique pour ne pas qu'il y ait une personne qui vienne. Il y a un service, un robot automatique qui va se charger de ça. Ça sera pratique aussi pour des tâches futures, pour éviter qu'une personne ait les droits, elle quitte l'entreprise, les droits sautent, la personne s'en va, tout ne fonctionne plus, parce que tout était lié à son nom. Du coup, on va créer des services accounts pour faire des opérations automatiques. Bref, c'est bon? On va cliquer sur Grand Access. OK. Et là, je vais remettre la slide, parce que ce sera plus simple. On va donner accès à cette adresse-là. Donc, search-console-data-export. Oui, juste ici. Là, New Principles. On va rentrer cette adresse-là. Cette adresse va fonctionner pour toutes les Search Console. Vous le faites une fois, derrière, toute la suite, vous n'avez plus rien à faire. Une fois que le service account a été setup, c'est fini. Vous aurez juste à aller sur l'interface qu'on va voir juste après de la Search Console pour faire un setup manuel de chacune de vos Search Console. À date, il n'y a pas de moyen de faire automatiquement. Donc vous imaginez, quand on a fait le setup, on avait une centaine de Search Console à faire. Ça a pris 5 minutes, mais après, faire les 100 Search Console, ça a pris un peu plus de temps. On espère que l'API va sortir. On aimerait qu'il y ait une API pour gérer ce genre d'accès. C'est bon pour l'adresse? Ensuite, ce qu'il faut chercher, c'est le BigQuery Job User et lui attribuer. Tout bon? Une fois que vous avez fait ça, pour la première fois, vous n'avez plus besoin de toucher à ces accès. La seule chose que vous allez avoir besoin de faire, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, pour chacune des Search Console que vous voulez intégrer. Vous allez dans votre Search Console, dans les Settings, vous allez voir le Bulk Data Export qui apparaît ici. Vous devez vérifier ici qu'en haut, sur le Ownership Verification, pardon, je remets en plein écran.
vous devez être un verified owner. OK? Sinon, ça sera grisé et à l'étape d'après, vous ne pourrez plus rien faire. Donc, vous allez sur Bulk Data Export, vous cliquez dessus, et cette interface va apparaître. Alors, on a quelques petites choses à dire là-dessus. La première chose, c'est qu'il faudra à chaque fois mettre le nom du Cloud Project ID. Pour savoir ce que c'est relativement simple. Vous allez sur votre compte, c'est le nom qui apparaît en haut à gauche. Donc, vous verrez sur GCP, suivant le projet sur lequel vous êtes. Alors, attendez, je vais cancel ça. Vous pouvez avoir accès à plusieurs projets. OK. Par exemple, je vais sur celui-ci. C'est le nom que vous devez rentrer. C'est ça. Donc là, vous devez le rentrer dans le premier qui est le Cloud Project ID. Ensuite, vous avez un dataset name. Alors ça, c'était le fameux changement qu'il y a eu vers mai l'an dernier. À la base, il n'y avait pas besoin de ça. Il nous mettait un truc automatiquement et le truc, c'est que maintenant, on peut avoir un choix. Sauf que toutes les tables vont commencer de la même manière. Ça sera Search Console _ ce que vous voulez. Donc un conseil, alors il y a différentes manières de faire. C'est comme vous le souhaitez. Ça a très peu d'impact. Mais typiquement, Olivier a une très bonne solution là-dessus. Vous mettez simplement le nom complet de la propriété. https://www.votresites.com. Et si vous utilisez des répertoires, il faut juste enlever les 2 points et les slash. Oui, alors, pardon, oui. Mais dans tous les cas, voilà, vous trouvez une nomenclature de nommage, c'est un peu comme vos UTM ou toute convention de vos events pour GA. Donc il faut trouver une nomenclature de nommage et s'y tenir en interne que tout le monde utilise la même chose. Voilà. Mais c'est juste pour que ce soit propre parce que comme vous allez avoir un dataset pour chaque propriété, sinon ça va vite être le bazar. Et ça sera le bazar. On n'a pas précisé, mais si vous avez des questions, c'est un workshop, hein, c'est pas une conférence. Donc n'hésitez pas à lever la main. Ok ? Oui. Les tirets aussi, ouais, il va falloir les supprimer. Et de toute façon, il ne va pas l'accepter. Donc ça sera aussi simple que ça. Après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez organiser. Ça n'influence que très peu. C'est plus pour vous, pour retrouver vos petits une fois que vous êtes sur GCP, pour savoir bon, bah, à quoi ça correspond. Parce que sur GA, pour le coup, c'est le contraire. Sur GA, il vous met une ID. Bonne chance pour trouver quelle propriété on parle. Au moins, avec la Search Console, vous avez le choix de choisir le nom du dataset. OK ? Oui ? Oui. Idéalement, vous mettez à côté de lui s'il aura sûrement l'accès sur l'ownership de la Search Console. Et du coup, vous avez juste à faire ces 3 clics. Après ces 3 trucs-là, c'est fini. Hein. Donc, une fois que le setup côté GCP a été fait avec le service account, chacune des propriétés, on y va, on met ça et c'est fini. Ceci dit, pour revenir là-dessus, vous pouvez tout de même travailler sur votre GCP à vous, la donner, la transformer, etc. Et faire un data transfert quotidien dans le GCP du client. Ou même pas besoin, parce qu'en fait, si le client partage l'accès à son projet, on peut travailler sur notre projet, donc nous sommes facturés, sur leur data. Oui, tout à fait. Il y a des solutions qui existent. Mais si vous avez des trucs un peu propriétaires avec vos propres moulinettes, vos propres algos, votre réconciliation de données avec d'autres sources, etc., vous pouvez garder ça de votre côté, parce que c'est votre propriété intellectuelle, etc., et quand même transmettre l'info auprès du client. Ça se fait. C'est relativement liquide après la donnée que vous allez avoir. Vous pouvez la déplacer assez facilement. C'est juste une question de stockage. Est-ce que le client autorise que la donnée soit stockée ailleurs? Sur des données Search Console, l'avantage, c'est que c'est RGPD friendly. C'est anonymisé, c'est agrégé, il n'y a pas de souci. Sur des données CRM, c'est déjà une toute autre discussion. Donc typiquement, on ne s'amuse pas à balancer la data d'un BigQuery à l'autre, ou même on ne s'amuse pas à la balancer sur BigQuery tout court, sans qu'il y ait une validation de data privacy, etc. en interne. OK ? Dernier point qui est extrêmement important, c'est le dataset location. Ça a l'air de pas grand-chose. C'est là où en fait votre donnée va être stockée. Ça ne changera absolument rien visuellement pour vous sur GCP. C'est juste que plus tard, quand vous recevrez de la donnée d'autres parties, donc imaginez vous avez Search Console, vous recevez de la donnée par exemple de votre système de tracking de keywords, ou de votre crawler, ou de choses comme ça. Si on n'est pas dans la même location, vous ne pouvez pas manipuler les données en même temps. Il va falloir les redéplacer. Donc pensez juste à ça. Ce que je conseille là-dessus, c'est d'utiliser la région EU, donc c'est du multi-région, plutôt qu'un truc précis du genre Zurich, London ou quelque chose comme ça. Pensez-y. Mettez tout dans la même location, sinon vous aurez des problèmes quand vous allez vouloir manipuler, émerger des données ensemble. OK ?
Ça sera plus clair quand vous le ferez. Réfléchissez juste à ça parce que de toute façon, les deux premiers choix, c'est soit US, soit EU. Et après, on arrive sur toute une liste de trucs très spécifiques. Mais pour avoir eu le cas très récemment, où on m'a envoyé de la data qui était localisée à Londres, sur toute ma data qui était à Zurich, bah, je suis obligé de tout retravailler et tout transférer ailleurs pour pouvoir faire fonctionner les deux en même temps. Donc pensez à ça. Ok? Des questions sur le setup? Non? Ce sera plus simple quand vous le verrez de vos yeux, oui, j'imagine. Ouais. En fait, si toi tu choisis un moment donné de state, Ouais. et à chaque fois que tu vas créer un. Il vaut mieux que tout soit au state si jamais un jour tu veux rassembler toutes ces données-là. Ouais, en fait, donc tu mets tout le monde sur le même. On met toujours sur la même chose, oui. C'est pas genre analytics et l'Espagne, machin, enfin, c'est toi. Ah non, ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas une location en fonction du pays du site. Si vous gérez de manière centrale toutes les données, gérez de manière centrale. Ayez toujours la même location. Si vous faites une location par pays, vous le faites. Et après, vous allez devoir appeler quelques consultants. On choisit à chaque fois, oui, quand on fait un setup, on choisit à chaque fois. Donc, par raison de simplicité, prenez soit US, soit EU. Ça vous évitera de migraine plus tard. Ok? Des questions? Une fois que vous avez fait ça, sous 48 heures, vous allez voir la donnée qui va commencer à arriver sur votre BigQuery. Ok? En attendant, on va pratiquer un petit peu. Parce qu'on ne va pas attendre que tout le monde... on ne va pas revenir dans 2 jours pour regarder tout ça. Alors, on va parler de quelques conseils de setup. On avait déjà commencé un petit peu sur l'histoire de la location. Sur le multilangue, est-ce que vous avez tous compris l'histoire des différents domaines? Donc vous avez un domaine ou vous avez plusieurs domaines. Typiquement, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est d'avoir des répertoires par langue ou des sous-domaines. Sous-domaines, en général, vous allez faire une propriété Search Console à chaque fois. Mais on a de plus en plus de sites qui se disent, bah, en fait, j'ai mon site.com / de-de, fr-fr, etc., etc. Par rapport à ça, c'est extrêmement important d'avoir des propriétés séparées. Pourquoi? Parce que quand vous allez collecter la donnée, vous ne récupérez la donnée que pour un site d'un pays spécifique. Du coup, c'est extrêmement simple d'arriver derrière et de dire, bah, en fait, si mon site c'est celui-ci, je ne prends que ce pays-là. Et donc, on va arriver à créer ce qu'on va appeler des tables de référence, où on va indiquer qu'un pays a une cible. Et du coup, on peut exclure toutes les autres informations. Il y a ce biais encore qui existe aujourd'hui de se dire, bon, bah, Search Console, j'ai tant de clics, tant mieux. Mais en fait, en théorie, on devrait séparer à chaque fois par pays d'intervention, puisque toutes les actions marketing sont en général séparées. Ça ne fonctionne que dans un cadre international, ce que je dis. Si vous avez un site, une langue, et puis advienne que pourra pour qui commande, c'est pas très grave. Mais si vous voulez avoir un suivi plus fin, ne serait-ce qu'au niveau des positions, il faut ce split par pays. Et donc, du coup, avoir ce split des différentes propriétés. Ok? Il y en a qui font un peu l'international dans la salle? Ouais, un peu quand même. Pensez à ça, une propriété pour chaque partie de langue. Comme ça, quand vous allez filtrer, c'est automatique. Hein, et croyez-moi, ça... Une des explications pourquoi est-ce que vous faites ça et que vous ne prenez pas une propriété globale qui couvre tout, c'est qu'en fait, si vous passez par l'URL pour définir quel est mon site, on va voir qu'on a 2 types de datasets qui sont récupérés. On a un qui est site, on a un qui est URL. Le problème, c'est que si jamais vous voulez filtrer sur la propriété /fr, vous ne pouvez pas le faire au niveau du site. Vous allez me dire, ok, c'est pas grave, j'ai l'URL. Très bien. Le problème, c'est que les deux ne fonctionnent pas de la même manière. Le site va vous donner un rapport sur la performance de votre site. Les URL, c'est chaque URL individuelle. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez votre marque. Sur la requête de marque, le maximum que vous pouvez avoir pour une impression, c'est un clic. Pas trop dur jusque-là? Ça va. Donc 100% de CTR. Sauf que, quand vous allez au niveau URL, pour cette même impression, chaque URL peut avoir un clic indépendant. Parce que chaque URL va avoir une impression. Imaginez, vous avez votre premier lien et vous avez 6 sitelinks. Vous avez donc 7 URL qui sont présentés. Donc 7 URL vont avoir une impression. Première chose, au niveau URL, vous n'avez pas cette déduplication au mot-clé. Je vais aller un peu plus loin, c'est un cas rare mais qui existe. Je clique sur un sitelink, je vais sur le site, je reviens sur Google, je clique sur un autre lien. Au niveau du site, c'est une seule impression, un seul clic.
Au niveau de l'URL, c'est une seule impression et 2 URL en un clic. Celle-là, il faut la connaître. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un système de déduplication qui existe dans une des 2 tables qui n'existe pas dans l'autre. Du coup, si vous prenez la table URL pour filtrer votre site en /fr, /de, etc., vous allez vous retrouver avec une somme d'impressions, comme je vous ai dit, cette URL, cette impression, versus une URL, cette URL, une seule impression, parce qu'on regarde le site en entier, maximum une impression, et du coup, vous allez rapporter des données qui sont complètement différentes. Donc c'est pour ça que, au-delà de la facilité, au-delà de la récupération de données, ne serait-ce que pour pouvoir isoler chaque pays et pouvoir faire un rapport, filtrer sur le bon pays, mais aussi obtenir la vraie data de la performance du site, il est extrêmement important d'avoir ce split de propriété. Quand vous bossez d'Internet, ce n'est pas négociable en fait. Vous l'avez à peu près, plus ou moins? Vous avez des questions? Oui. Parfois, on a aussi le slash pour la langue par défaut. Mhm. Uniquement slash sans langue. Et c'est en anglais. Et on a les slash en EN. FR, Mhm. slash, Dans ce cas-là, idéalement, vu que ça va très certainement cibler certains pays. Alors, le problème du slash par langue, c'est que ça peut couvrir plusieurs pays. Et du coup, ça devient très difficile de savoir quel pays choisir. Après, tu peux filtrer par provenance. Oui, mais la provenance, le problème, c'est que tu es obligé d'aller à l'URL. Ouais, non, en fait. Dans tous les cas, avoir la propriété par langue, non négociable. Mais après, pour l'analyse, on peut combiner différents pays, on peut combiner, mais après, il faut avoir une liste des pays qui parlent telle langue. Et là, on est déjà sur un truc qui est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais faisable, hein, bien sûr. De toute façon, à la fin, c'est pas quelque chose. C'est l'avantage de recueillir cette donnée dans un GCP, c'est que vous allez faire ce travail une fois et c'est fini. C'est pas comme si à chaque fois que vous allez devoir faire l'analyse, vous allez devoir le refaire. Parce que vous pouvez sauvegarder tout ce que vous allez faire et donc le réappliquer en 2 secondes. Ok ? Un point sur la time zone, hyper important. Il y a beaucoup de gens qui font de l'analyse sur Discover, par exemple, ou qui essaient de croiser des données de Google Analytics avec la GSC. Le problème, c'est que c'est très souvent, surtout en Europe, pas sur la même time zone. Les données de la Search Console que vous voyez sont sur une time zone américaine. Alors, je ne sais plus laquelle exactement, mais prenez tout. Merci, la Californie. Donc, pensez à ça. Il y a du coup 8, 10, 10. C'est 8 seulement? C'est 6 minimum? Ok. Donc on va dire entre 8 et 9 heures de décalage, ce qui fait que suivant la période d'affluence sur votre site, vous pouvez avoir des choses qui sont complètement décalées. Donc pensez-y avant de dire « Ah, ça marche pas » ou aller sur Twitter et vous plaindre à propos de la Search Console. Il y a ce décalage horaire qui va avoir un sacré impact. C'est un tiers de la journée, hein, quasiment. Un tiers de la journée de décalage. Donc pensez à ça quand vous allez voir merger vos données. On a déjà parlé sur le naming. Ouais, on est bon. Donc on va passer à la suite. Et on va commencer à mettre les mains dans le cambouis, pour ceux qui peuvent. Première chose, ça va être l'analyse des mots-clés cachés. Alors, ce qu'on va vouloir faire, on va aller sur BigQuery. Alors, je vais prendre un compte sur lequel il y a déjà de la donnée, donc pas celui-ci. Je ne sais plus lequel c'est. Celui-ci. Juste vérifier ma connexion. Je crois que j'ai fait trop d'internet aujourd'hui. Non, ça a l'air de fonctionner. Tac, tac, tac. Et donc là, on va faire du SQL. SQL, est-ce que ça parle à tout le monde? Levez la main ceux à qui ça parle pas, ça va plus vite. Ça parle pas. Ok, on va le faire autrement. Qui n'a jamais fait du SQL et ne sait pas faire un select étoile from quelque chose? Levez bien la main, n'ayez pas honte. Ok, très bien. Bon, bah on va présenter. Pourquoi j'ai plus internet maintenant? Chez Orange, non? Il n'a pas basculé chez Bouygues, ce con. Non, je suis toujours chez Orange. Ah, il s'est déconnecté. Mais si, regarde. Ah, non, c'est... Ok, se connecter. Ouais, c'est celui-ci. On
va vite le voir. Si vous ne savez pas faire du SQL, j'espère que vous savez écrire en français pour parler avec ChatGPT. Si vous savez faire ça, vous allez pouvoir faire tout ce que je vais vous montrer après. Et pas pour vous dire oui, ChatGPT peut le faire, point. On va le faire avec ChatGPT. Comme ça, vous voyez exactement ce qu'on va écrire et comment est-ce qu'on va le faire. Ah non. Non, mais c'est mon partage qui a merdé. Ouais, t'en as un. Pardon. C'est lequel? Ah non, je sais pas en plus, attends, ça va marcher là. Attends, c'est pas ça. Ah, mais après, c'est super. Non, il faut sortir et revenir. Ok. Là, il devrait arriver. Raisonner au 2. Mot de passe. Ok, c'est un peu compliqué. Ah bah ça marche. Je vais en profiter pour en charger un autre à côté. Et volontairement, je vais utiliser GPT 3.5 pour vous montrer que dès 3.5, il sait le faire. Donc pas besoin de dépenser de l'argent sur du GPT 4 pour pouvoir faire ce genre de choses. Juste pour vous donner un indicateur, on est capable aujourd'hui même de monter des produits en Python avec du GPT 3. Donc pas besoin d'un truc très avancé. Donc du coup, on est là sur notre interface de BigQuery. Il y a pas mal de pubs qu'on va enlever. Pas mal de trucs à réduire. On enlève tout ça. À quoi ça ressemble? On va voir ici notre Search Console. Donc celle-ci, elle date du lancement. Donc c'est pour ça que vous voyez le nom, il y a juste marqué Search Console. Parce qu'au début, ils avaient fait ça et on pouvait en faire qu'une seule à la fois. Et maintenant, comme vous voyez celle qui est juste en dessous, on peut rajouter un petit nom à la fin pour pouvoir les départager. Bref, je vais utiliser celle-ci parce qu'elle a beaucoup plus de données. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 tables qui ont été créées automatiquement. Je n'ai rien fait pour le faire, j'ai juste fait le setup comme on l'a vu juste avant. On va voir l'export log. On s'en fout. Pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les 2 qui vont m'intéresser sont celles qui sont en dessous. On a la site impression et URL impression. Là, ça va commencer à être intéressant. On va aller sur site pour commencer. Ils nous disent « This is the partition table ». Bon, je ne vais pas demander qui c'est dans la salle parce que je sais déjà qui c'est dans la salle. Le principe d'une partition table, c'est que quand vous avez votre fichier Excel, il y a toute la donnée. C'est relativement simple à naviguer parce que de toute façon, vous n'utilisez pas énormément de lignes. Mais quand on commence à travailler avec des données qui sont assez conséquentes, on va utiliser des systèmes pour créer un peu des points d'étape dans notre donnée. C'est ce qu'on va appeler des partitions. Il y a différentes formes que ça peut avoir. Là, en l'occurrence, on parle d'une partition par date. Ça veut dire que quand vous allez chercher une date très précise, au lieu que l'ordinateur regarde toutes les lignes pour trouver ce qui l'intéresse, il y a déjà un système de partitionnage qui dit « Ah ben si on veut cette date-là, je sais exactement comment y aller rapidement. » Donc au lieu de chercher dans toute la data, on cherche dans juste les dates. Ça ne vous paraît pas très important potentiellement pour l'instant, mais quand vous allez commencer à trafiquer sur beaucoup de données, on parle de différence en termes de coût, mais surtout de rapidité. La bonne nouvelle, c'est que sans rien faire, par défaut, Google s'occupe de partitionner toutes les données qu'il vous donne. Donc, voici à quoi ressemblent les tables. Donc, on a toutes ces choses-là qui sont présentées. On peut aller dans Preview pour voir à quoi ça ressemble. Tac, 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 tac. On voit qu'on a... J'espère qu'il n'y a pas de conneries dedans. Je n'ai pas regardé. Non, ça va. Il n'y a pas trop de... Ça va. On va voir donc la date. On va voir le site URL. Le site URL, ce n'est pas l'URL qu'on va voir, c'est l'URL du site tel qu'il a été enregistré dans la propriété. D'où l'importance d'avoir ce split de propriété par répertoire qui vous permet d'avoir l'information dès ce niveau-là sans aller dans le niveau URL. Vous allez voir les queries qui sont les mots-clés. On va voir les fameux queries nuls dont Olivier nous a parlé. Et ensuite, on a isAnon, c'est Anonymous si je ne dis pas de bêtises, Anonymous Query, pardon, qui va en fait juste nous confirmer que c'est bien un null égale true, ou si il y a le mot-clé, ça sera false.
Puis, le country, et là on commence à déjà avoir un petit problème. Il y a deux manières de traiter un pays. Soit vous lui mettez un nom, soit vous utilisez une norme internationale avec 2 lettres. Bah, vous venez d'apprendre qu'en fait, il y a une autre norme internationale qui est avec 3 lettres. Et que ça va être du coup assez peignette pour gérer avec n'importe quoi d'autre. Donc on verra après comment est-ce qu'on gère ça. Vous avez les types de recherche, web, images, news, etc. Vous avez le device, seulement sur l'URL, pas sur le site. Et on a ce qui nous intéresse quand même, les impressions, les clics et les positions. Alors, juste un petit point sur les positions, parce que c'est un truc qui est un peu, pas forcément, comment dire, naturel, on va dire ça comme ça. La manière qu'ils ont de vous donner la position, c'est une somme de toutes les positions, moins 1. Donc, si vous ranquez numéro 1, il vous retournera une position 0. Donc, ça complexifie un petit peu le calcul sur comment est-ce qu'on le rétablit correctement, mais c'est documenté, c'est fait exprès. Mais juste, sachez ça. C'est pas juste ma position divisée par les impressions pour avoir ma position. Sinon, ça risque d'être pas terrible. Il faut faire plus 1 à la fin. C'est tout. OK? Donc, maintenant qu'on a tout ça, je vous donne juste les premières étapes. Après, vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec ça. La première chose à faire, c'est de dire, j'aimerais que ChatGPT m'aide à aller parcourir cette table. Première chose que je fais, c'est je vais dans le schéma. Quand je sélectionne tout, ici, je peux copier JSON. Je vais dans ChatGPT. Voilà. Pas besoin de dire bonjour pour l'instant. Vous collez votre JSON que vous venez d'avoir. Il va l'analyser, il va dire « Ah oui, bon, j'ai compris ci, j'ai compris ça. » Voyons ce qu'il nous raconte. Voilà, il récupère ça, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est lui donner un peu de contexte. Lui dire, ah, c'est une table de la Search Console sur BigQuery. Donc là, vous rentrez plus d'informations, il vous raconte blablabla, il a compris. Et là, vous lui dites, j'aimerais connaître, et là, on va se référer à ce dont parlait Olivier, j'aimerais connaître quel est le pourcentage par jour de requêtes nulles versus les requêtes où j'ai le mot-clé. OK? On va y aller étape par étape. Hein. La première, on va dire, je veux le nombre de clics par jour pour keyword is null. Enfin, le keyword est nul. Parce qu'on a vu juste avant que c'était la valeur que ça prenait. On va dire en SQL quand même, au cas où. Voilà. Il va vous sortir du code. Je regarde même pas. Hein. Je copie. Oui, je sais, ça va pas marcher. Mais je préviens pour ceux... Je vais faire une query. Je m'en fous de tout ça. Je pose. Et j'ai ma requête qui est faite. Cependant, faites attention à une chose. Quand je lui ai donné tout ça, je ne lui ai pas dit sur quelle table je travaillais. Je lui ai juste dit je suis dans BigQuery. Donc, ici, il m'a bien mis entre brackets. Et en plus de ça, BigQuery me dit qu'il y a une erreur parce que tout est en rouge. Il me dit unexpected, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en réalité, il y a marqué votre table Search Console. Ah bah j'aurais peut-être dû donner le nom qui existe réellement de ma table. Je retourne sur ma table qui est juste là. Et mon nom, il est juste là. Search Site Impression. Si vous voulez être précis et aller plus vite parce que ça va vous faire d'autres erreurs, ici il y a marqué Table ID et il y a un petit truc qui apparaît ici pour copier. Je copie, je retourne ici, je change ça, je mets ma table, j'attends 2 secondes, je vois en haut à droite qui me dit c'est ouvert, je lance ma query et là j'ai l'information pour chaque jour. Combien est-ce que j'ai de clics qui sont nuls? Niveau de compétence SQL requis pour faire ça, 0. Par contre, à mesure que vous allez faire ce genre de choses, votre cerveau va s'imprégner et vous allez comprendre et vous allez savoir faire du SQL de par vous-même. Peut-être pas sur les 5 premiers, mais au bout de 10-15, oui, ça va très vite venir que, ah bah en fait, il y a un select, il y a un compte, etc. Ok? On continue? Ou il y a des questions pour l'instant? Oui? 40% et 60%.
J'ai pas constaté de faux positifs ou d'anomalies à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est un booléen, le is anonymized query, et il est à false ou à true. Et donc, quand il est à true, c'est toujours nul. Et j'ai pas vu d'autres cas en fait. Donc c'est pareil, tu peux utiliser les deux. J'ai une question. Export log que vous avez. Pardon? Export log que vous avez. Oui, celui-ci. Est-ce que c'est les logs qu'on peut avoir pour utiliser par exemple StreamFront, log analysis ou... Non, en fait, ça va correspondre à chaque fois que le service account qu'on a autorisé va venir alimenter la donnée, il va enregistrer une donnée là-dedans. Il va dire « Ah, j'ai rajouté tel jour de données. J'ai rajouté... » C'est juste pour savoir que en fait, la mise à jour des données se fait correctement. Donc ces tables-là, elles sont mises à jour. L'export log va juste dire « Ah, bah, j'ai bien mis à jour ce journée-là dans Site. » Ah, bon, on peut le regarder à quoi ça ressemble, mais... Il va donner l'heure. C'est pas les log files. Non. Là, il dit juste que... Il dit juste que mon URL impression, la date du 28 a été mise à jour à exactement cette date-là. C'est tout. C'est vraiment un log système, mais qui est pour l'alimentation de ces tables-là. Donc, c'est pas très intéressant en vrai. OK? Si on revient sur la query, donc là, maintenant, on sait que par jour, on a le nombre de nuls. Là, maintenant, on va essayer de calculer le pourcentage par jour du nombre de keywords nuls qu'on récupère. Donc on retourne sur ChatGPT, on continue, on lui dit maintenant j'aimerais le pourcentage de clics où keyword est nul par jour. Là on voit d'un seul coup que c'est un peu plus compliqué. On a oublié de faire une chose. Ma table, je l'ai changée. J'ai pas envie qu'à chaque fois que je copie le code, je dois changer à chaque fois ma table, etc. Du coup, on va lui dire, je copie ce que j'ai récupéré. On lui dit, ma table est ça. Et donc, il va vous générer le code cette fois, et pour toutes les fois futures, enfin, pour cette session, avec le bon truc. Si il bug pas, c'est bon. On copie. On fait ça. Il m'a fait une fonction... Voilà. Donc, j'ai le nombre de clics par jour qui sont nuls, qui ne sont pas nuls, et j'ai le pourcentage à la fin. Ah, il reste 5 minutes, pardon. C'est clair ? Donc là, c'était pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire avec ChatGPT relativement simplement. Mettre en place tout ce qu'Olivier a pris je ne sais pas combien de temps à mettre en place. Vous le faites en 2 secondes avec un ChatGPT et alors 5 minutes pour faire le setup, 48 heures pour avoir la donnée et 5 minutes de plus pour, avec ChatGPT, reproduire les mêmes résultats. Juste une précision, nous dans les process qu'on met en place, on a effectivement les deux URL, enfin les deux tables classiques natives qu'on récupère. On fait de la transformation dessus pour gagner du temps, aller plus vite, faire tout un tas de découpages et obtenir des KPI un peu exclusifs qu'on n'a pas nativement dans la Search Console, type le nombre de mots-clés différents, le nombre d'URL différentes, le split mark-or-mark, le découpage par catégorie, par template, etc. Et au final, on se retrouve avec une quinzaine de tables différentes, ce qui nous permet de faire des dashboards par-dessus qui sont beaucoup plus rapides aussi à exploiter. Bon. Ouais. Du coup, ce que vous pouvez faire avec ça, nativement dans BigQuery, il y a un Explore Data qui vous permet d'envoyer ça sur Looker Studio. Donc, vous faites du Looker et vous pouvez visualiser le résultat que vous venez d'obtenir. Voilà. Donc là, vous pouvez voir par exemple l'évolution de votre pourcentage. Sauf que le problème, c'est qu'il a mal mis les chiffres. Donc on va mettre DataDate en dimension. On va mettre le pourcentage en métrique. Et voilà, on voit l'évolution dans le temps. Alors je ne sais pas si c'est dans le bon ordre. Hein. Non, c'est dans le bon ordre. On voit qu'à mesure du temps, le pourcentage de clics nuls, dans ce cas-là, diminue. Après, j'ai pas 7 points. On va augmenter un petit peu. Voilà. C'est marrant ça. Il est à l'envers.
Il est à l'envers, donc c'est pire que ça. Tac, ascending, non, pas ça. Je date. Voilà. Ça, c'est un peu plus représentatif déjà. On voit qu'on monte des fois jusqu'à 60% de mots-clés. 60% de mes clics, je ne sais pas d'où ils viennent aujourd'hui. Voilà. Ok. Je vais passer rapidement sur les sujets qu'on avait prévus aussi, mais qu'on n'a pas le temps. Comme ça, je fais la question mag. Donc ouais, SQL, ChatGPT, juste bien définir son besoin. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est comme un bon dev. Il faut quand même bien lui expliquer les choses, mais il saura faire. Dans les points qu'on peut avoir, c'est très facile aussi, c'est rajouter des filtres marque hors marque. Donc définir que ma marque, c'est tous les mots-clés qui commencent par, terminent par. On arrive sur du coup de l'expression régulière. ChatGPT va vous aider à faire les expressions régulières relativement rapidement. Juste un point sur les expressions régulières. Qui a déjà fait des expressions régulières en japonais, arabe ou... ouais, on va déjà faire ces deux-là. Qui en a déjà fait? Juste penser à un truc, il faut faire deux expressions régulières séparées. Japonais, ça marche avec le latin, mais tout ce qui est langue arabe, etc., ça va de droite à gauche, donc ce n'est pas la même manière de faire. Vous ne pouvez pas les merger dans la même expression régulière. Pensez juste à le séparer. Voilà, c'est juste à l'international, ça peut être un point intéressant. Ensuite, comme Olivier l'a mentionné, on peut faire les URL classification. Donc, suivant les typologies d'URL, ça peut être super utile. Et là, je fais référence à la conf que j'avais fait il y a 2 ans, où on utilise justement le split des URL de la Search Console pour pouvoir analyser de manière plus détaillée qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui descend toutes les semaines en termes d'impression. Les pays, je vous ai parlé du 3 digits. En fait, l'idéal, c'est d'avoir une table que vous allez uploader qui va avoir le nom du pays, le 3 digits, le 2 digits. Comme ça, vous pouvez faire un croisement avec la table et lui donner le vrai nom du pays, le 2 digits, qui va vous permettre de faire le petit qui est en bas. Je suis désolé, on n'a pas le temps de tout vous montrer. Ou les drapeaux, je peux vous donner une URL dans laquelle vous mettez le 2 digits et ça vous génère tout seul le drapeau du pays. Donc il n'y a aucune réflexion à avoir, c'est full automatisé, pas de table de référence là-dessus. Juste, Xavier, un truc important, je pense que tu pourrais montrer la tête de la table URL. URL, oui, pardon. Tous les champs disponibles. Ah oui, quand on disait qu'il y avait beaucoup de choses dans la table URL, voilà tout ce qu'il y a. On est beaucoup plus poussé que ce qu'on a sur lui. Après, est-ce que tout est utile? Pas forcément, mais voilà, le recipe, resnippet, recipe feature. En fait, vous avez tous les champs qui commencent par is, quelque chose, donc c'est toutes les features qu'on peut avoir dans Google. Est-ce que c'est un review snippet, une recette de cuisine ou autre? Donc c'est du boolean, donc ils seront oui ou non. Et dans la Search Console, effectivement, il va nous montrer dans l'onglet résultats de la recherche, le type de résultats de recherche, que ceux pour lesquels il y a de la donnée. Mais là, il va vous donner toutes les colonnes. Toutes celles pour lesquelles il n'y a pas de données, ben, ce sera 0, et les autres, ce sera 1. Mais au moins, vous avez tout d'un seul coup. Quand vous êtes passé via l'API, vous êtes obligé de sélectionner ceux que vous allez demander, lesquels vous intéressent, et de les demander, voilà, de les construire au fur et à mesure. Et là, vous avez toute l'info d'un seul coup. Et un point important là-dessus, c'est que si vous faites du Discover, faites attention parce que, par défaut, Discover, la query est toujours anonyme, vu qu'il n'y a pas de query pour faire du Discover. Donc, quand vous voulez faire les analyses de mots-clés cachés, il faut penser à bien exclure tout ce qui a is anonymized discover pour éviter de grossir la taille du package des mots-clés que vous ne voyez pas. Okay, je termine vite fait. Tac, ça j'en ai parlé. Ça, j'aurais pas le temps de parler. Comment est-ce qu'on procède tout ça après? Alors après, ça fera peut-être l'objet d'une autre conférence, mais en gros, toute cette donnée-là, on la prépare et ensuite, vous devez l'aménager pour utiliser dans des dashboards. On peut directement se connecter à ce que vous avez vu dans BigQuery. Donc les tables par défaut qui sont créées, vous pouvez vous connecter dessus directement dans BigQuery, c'est génial. Mais quand vous commencez à avoir beaucoup de volume, ça va ralentir énormément. Donc il va falloir avoir ce retravail de bien séparer sur les données que vous avez besoin. Et on va terminer juste sur la question mag. 3. Donc j'ai lu là et là-bas, et j'ai 3 mugs. Parfait. Bah non, on m'a donné. Voilà. Merci à tous. Et si vous avez des questions...